Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Ceux qui sont connectés, Amélie, Maxime. Oui, c'est bon. Bonjour, oui. Je vous entends pas en ce qui me concerne. Est-ce que vous pouvez... Oui. Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour Amélie. Je vois Bonjour. que... Ok, Maxime aussi est connecté, Manon se connecte. On n'est pas très nombreux pour commencer. On va peut-être attendre encore 5 minutes si tout le monde s'accorde le temps de voir s'il y a plus de gens qui nous rejoignent. N'hésitez pas à allumer vos caméras pour ceux qui ont l'occasion, qui ont la bande passante. Excusez-moi, j'ai juste une question Moi. possible. Moi, je souhaiterais intégrer une école d'actuariat. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de Ce la sera la même chose. c'est Ce la sera même la même chose. Ici, on a écrit école de commerce, mais en fait, pour constituer son dossier et pour se valoriser, il y a globalement toujours les mêmes éléments. Donc, ça pourra vous être utile de toute façon, Amélie. D'accord, merci. J'en profite pour demander, les autres, c'est vraiment pour des écoles de commerce ou c'est pour d'autres types d'écoles aussi que vous postulez? Les écoles de commerce. École de commerce, ok. Élise, Manon, est-ce que vous savez déjà où vous voulez postuler? Moi, ce serait plus une école de communication. Ok, ce sera pareil aussi, comme pour le Ok. commerce. On va attendre encore un petit peu. Manon, vous savez déjà où vous allez postuler? Dans quel type d'école vous allez postuler? Ok, Manon n'est pas là. Ok. J'en profite déjà si vous avez quelques questions avant qu'on commence la présentation, en attendant qu'il y ait plus de monde. Si vous avez déjà des choses que vous avez dans votre tête que vous ne savez pas encore, dont vous ne connaissez pas les réponses, n'hésitez pas à les dire dès maintenant, pour y répondre de manière un peu plus personnalisée peut-être. Bon, on va peut-être commencer. Les gens arriveront au fur et à mesure, ils pourront toujours rattraper. Je m'appliquerai à répéter régulièrement, du coup, à faire un recap pour ceux qui arrivent au milieu. Alors, pour ceux qui postulent pour les écoles de commerce, c'est en plein dans le mille, mais je vous rassure, donc pour les écoles de communication, pour les écoles d'actuariat et de manière générale pour tous les masters, on demande globalement les mêmes documents qui vont permettre de vous présenter, de vous valoriser. Et donc, la présentation que je vais faire aujourd'hui s'efforce de voir quels sont les petits tips à appliquer, et dans le fond et dans la forme, pour pouvoir valoriser son dossier. Donc, certains d'entre vous ont peut-être déjà eu l'occasion de travailler sur des lettres de motivation, sur des CV lorsqu'ils ont pu postuler peut-être à des stages, que ce soit des stages de courte ou de longue durée, pendant leur licence. Donc, peut-être certains d'entre vous ont déjà des bases. Ici, avec Yapuka, on va donc s'évertuer à vous donner le cadre, on va dire, de ces documents et comment bien les rédiger et comment les valoriser pour pouvoir mettre votre profil en avant. Vous vous doutez, lorsque vous allez postuler à un master, vous n'allez probablement pas être le seul et voire même aller centaines, voire milliers à postuler pour un master. Donc, c'est important de pouvoir valoriser et de pouvoir en fait sortir de la foule avec un dossier qui tienne la route, avec un dossier cohérent, avec un dossier plausible et qui vous ressemble. Donc, on va voir d'abord les deux aspects. Vous connaissez déjà tous probablement les CV et les lettres de motivation. On va commencer avec les CV. Les maîtres mots pour valoriser son CV, déjà pour avoir un CV en forme, on va dire, c'est un CV qui soit personnalisé. Autrement dit, un CV que vous allez pouvoir adapter en fonction des différents masters auxquels vous allez postuler. Évidemment, même si vous postulez à plusieurs masters d'école de commerce, il y aura les mêmes idées dedans, les mêmes grandes lignes, mais peut-être que vous pouvez mettre en avant certaines de vos expériences. Par exemple, une même expérience professionnelle pourrait être appelée
assistant chef de projet digital, et ça peut être une bonne idée d'inclure le mot digital si votre école de commerce met un focus particulier sur l'innovation, sur la transformation numérique des entreprises. Cette même expérience pourrait très bien être appelée chef de projet en mode agile, j'en sais rien sur certains qui connaissent, et qui peuvent probablement être des mots qui seraient beaucoup plus valorisés pour une entreprise, pour une école, un master qui mettra en avant ces méthodes de travail en équipe beaucoup plus modernes. Autrement dit, une même expérience, que ce soit une expérience professionnelle, que ce soit une expérience associative, une expérience culturelle, peut être formulée de différentes façons et vous allez pouvoir donc adapter votre discours au sein de votre CV pour chaque master auquel vous allez postuler. Il faut également que ce soit un CV qui soit structuré, qui soit facile à comprendre, qui soit facile à parcourir. Autrement dit, un CV qui soit correctement structuré avec une part très claire pour la liste de contacts, une part très claire pour vos expériences professionnelles, une part très claire pour votre formation académique et une part très claire pour vos centres d'intérêt. On reviendra un peu plus tard dessus à la fin de cette slide. Là où c'est important, c'est que cette structuration de votre CV, ça va permettre à n'importe quel jury de parcourir votre CV de manière rapide et efficace. Et plus ce sera simple, plus vous mâchez le travail de votre jury, plus il vous en sera reconnaissant et va mettre donc votre CV parmi les bonnes expériences de lecture pour lui. Et enfin, et là c'est vraiment à ne pas négliger, c'est soigner son CV. Alors évidemment, personne ne rend un torchon, mais même dans les petits détails, dans les quelques nuances, l'orthographe par exemple, ou même l'accord des couleurs parfois, si vous avez un CV qui soit un peu personnalisé, un peu créatif. Donc, n'hésitez pas, je vois qu'on m'envoie des messages. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions, au lieu de les mettre, puisque je ne les vois pas forcément, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, à lever la main sur le chat et à poser votre question, sinon je risque de passer à côté. Est-ce que nous allons recevoir cette réunion en replay pour plus tard ou bien le PowerPoint? Ce n'est pas moi qui me chargerai de vous envoyer ce type de document. Il faudra probablement envoyer un mail à Yapuka, donc je vous transmettrai les coordonnées à la fin. Yapuka qui est donc l'organisme qui est en charge d'organiser cette présentation et qui forme les étudiants précisément à bien réussir leur dossier de candidature. Très bien. Alors, on continue. Pourquoi soigner? Parce que finalement, la première approche, j'allais dire de la même façon qu'on juge souvent a book by its cover, un livre par sa couverture, on juge quelqu'un par ses apparences, on juge un CV par la façon qu'il a d'être soigné, d'être donc propre, d'être bien orthographié, d'avoir une forme agréable à lire et d'avoir potentiellement même une photo qui soit bien placée. Donc vraiment, ne pas négliger cet aspect-là. La première vision qu'on va avoir de votre CV peut nous donner envie de le parcourir ou peut nous donner envie de passer à côté. Donc, il ne tient qu'à vous de donner une bonne première impression avec votre CV. Donc, qu'est-ce qu'on doit voir apparaître très précisément dans un CV? 4 grands points. L'administratif, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, éventuellement votre date de naissance, les contacts téléphoniques, si le master veut vous recontacter par téléphone, par mail. Cet exemple que je donne ici, ces tips ne s'appliquent évidemment pas que pour votre master, c'est toujours des tips qui pourront vous être utiles lors de votre recherche de premiers emplois, lors de votre recherche de stage à l'avenir pendant votre master précisément. Donc, voilà, notez-les dans un coin de votre tête. Les infos personnelles, les contacts téléphoniques. On n'hésite pas non plus à mettre les différents types de formation, on va dire, par exemple, si vous avez passé votre permis. Ça peut être intéressant de mettre ici permis B. Ça peut être intéressant de mettre certaines informations qui ne rentrent dans aucune autre case, mais qui peuvent être ici, qui peuvent aussi faire la différence. La deuxième partie de votre CV, ça va être l'expérience. Vos expériences, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient associatives, encore une fois, qu'elles soient des expériences de bénévolat. Ici, on veut voir apparaître donc toutes vos expériences dans l'ordre antichronologique, de la même façon pour la formation. Autrement dit, on veut voir les expériences de la plus récente à la plus ancienne. Qu'est-ce qui doit apparaître dans ces expériences? Il doit apparaître donc le nombre de stages, éventuellement d'alternance que vous avez déjà eu l'occasion de faire lors de vos licences. On agrémente un petit peu en ne laissant pas juste le titre du poste qu'on avait,
mais en mettant la durée de l'expérience, en mettant le secteur d'activité éventuellement. Si l'entreprise dans laquelle vous avez effectué votre stage ou votre alternance n'est pas extrêmement connue, on pourrait mettre un petit passage à côté qui met numéro 3 de la télécommunication française. Ma boîte s'occupe de… Et vous mettez des chiffres parce que c'est toujours… Ça en met plein la vue pour un recruteur. N'hésitez pas à mettre des chiffres, que ce soit sur vos performances ou que ce soit sur les performances de manière générale de l'entreprise. Autrement dit, lors du descriptif factuel de la mission, quand on insiste d'abord sur les mots-clés, mais on peut insister sur vos exploits personnels. Si vous avez eu l'occasion d'être vendeur dans un magasin, je ne sais pas, de vêtements, vous pouvez donner quelques indicatifs clés de votre performance, les KPIs. Donc, dire, par exemple, en 3 mois, j'ai atteint X milliers d'euros de revenus pour mon entreprise, pour la boutique dans laquelle j'ai travaillé. Donc, les chiffres ne sont pas essentiels, mais ça peut permettre d'appuyer votre propos éventuellement. La deuxième partie, qui doit donc aussi être dans l'ordre chronologique, c'est la formation, votre formation académique. On ne vous demande pas de revenir jusqu'au collège, jusqu'au brevet des collèges, ce n'est pas nécessaire. Éventuellement, vous pouvez quand même écrire ce que vous avez eu comme bac et surtout, quelles ont été vos différentes expériences académiques, c'est-à-dire vos licences, licence 1, licence 2, licence 3, éventuellement vos BTS, DUT, ce que vous voulez qui ici témoigne de votre parcours académique. N'hésitez pas à faire des petits descriptifs, peut-être pour parler des spécialisations que vous avez eues. Si votre BTS était un BTS d'école de commerce spécialisé dans encore une fois ici, la transformation digitale des entreprises, vous pouvez peut-être écrire un petit passage, vous inspirer de ce que votre formation dit sur leur site internet ou sur leur brochure, pour pouvoir appuyer vraiment votre propos avec des mots qui font sens, des mots qui sont clés dans la présentation de cette formation. Et enfin, le dernier point, qui va donc être le point qui peut-être sera le plus personnel, puisqu'il s'agit ici de vos centres d'intérêt. Vos centres d'intérêt, ne vous limitez pas, c'est ça qui fait votre vraie différence par rapport à aux compétiteurs pour ce master d'école de commerce. Ça va être donc vos hobbies, ça va être vos engagements associatifs, que ce soit au sein de votre ancienne formation, au sein de vos licences, de votre école de commerce ou au sein d'autres associations externes à l'école, si vous avez je ne sais pas moi, des engagements auprès de votre église, auprès de votre école, votre lycée, auprès de si vous avez été représentant ça arrive souvent, ça n'a pas été mon cas, mais représentant des lycéens, c'est tout à fait quelque chose à inscrire ici. Vos expériences de bénévolat, ici encore, et si vous avez eu l'occasion de participer à des concours, encore une fois, ici, tout ce qui peut vous permettre de vous démarquer des autres et qui soit profondément sincère. Ce que je conseille avant tout, c'est encore une fois un conseil qui est valable pour aujourd'hui, qui sera valable pour toute votre vie. N'essayez pas de mentir sur votre CV. N'essayez même l'embellissement, tant que c'est dans la mesure du possible, c'est accepté, mais n'allez pas dire que vous avez fait un stage de 6 mois quand vous avez fait un stage de 3 mois, parce qu'il y a peut-être des questions logistiques que vous n'avez pas pris en compte. Si vous dites que vous avez fait un stage de 6 mois et qu'en face de vous, vous avez un jury un petit peu dubitatif qui va vous dire « Ah bon, et vous étiez payé combien ?» Ah, non, mais j'étais pas payé, mais sauf qu'à partir de 6 mois, on doit plus ou moins être payé quand même en France. Vous voyez, n'essayez pas de mentir sur votre CV. C'est plus risqué qu'autre chose et vous n'en avez pas besoin. Honnêtement, même pour ceux d'entre vous, j'ai eu cette question la semaine dernière, qui auraient peut-être peu d'expérience à mettre en avant, n'essayez pas de vous en inventer parce que c'est encore une fois beaucoup trop risqué et si vous vous faites choper, vous êtes directement classé parmi ceux qui ne seront jamais pris dans ce master. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, sur vos différentes expériences que vous auriez peut-être du mal à valoriser en vous disant « oui, mais je ne sais pas si ça compte vraiment parce que c'était un stage que j'ai effectué chez la meilleure amie de ma mère et tout ». N'ayez pas peur. Déjà, le jury en face n'est pas obligé de savoir que vous êtes la meilleure amie de votre mère. Je vous donne cet exemple-là. Mais surtout parce que, quelle que soit la manière dont vous l'ayez eu et tout, vous avez forcément appris quelque chose. Et c'est ça qu'on cherche à déterminer au travers de votre CV. Quelles sont les expériences qui ont permis de construire la personne que vous êtes, okay ? D'où les centres d'intérêt.
qui peuvent vraiment, encore une fois, vous permettre à quelqu'un de faire du repérage sur la personne que vous êtes. Si vous êtes quelqu'un qui, dans ses expériences, a fait énormément d'expériences, on va dire, très sérieuses, qui veut travailler dans de la finance à haut niveau, très bien, mais si en parallèle, on voit que dans ces centres d'intérêt, c'est aussi quelqu'un qui a fait de l'improvisation au théâtre, quelqu'un qui a fait des concours de chant, quelqu'un qui fait quelque chose qui permet de le sortir d'une case de mec qui veut faire de la finance, et ben, c'est ça qui va donner un peu de profondeur à votre CV. C'est ça qui va permettre vraiment de donner une image d'un être humain, en fait, au travers de votre CV. D'où, souvent, moi, on me pose la question, est-ce que c'est obligé de mettre la photo? Non, ce n'est pas obligé, mais moi, quand je regarde un CV, j'aime bien avoir une idée de qui est la personne que j'ai en face de moi. Est-ce que cette personne, je lui aurais prêté des attributs de telles expériences ou de tels centres d'intérêt auparavant? Je ne sais pas, mais j'aime bien imaginer une personne derrière ce CV. Et je sais que c'est le cas de nombre de jurys. Amélie, vous levez la main, vous avez une question? Oui, j'avais une question pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit, par rapport notamment au théâtre dans les centres d'intérêt. En fait, moi, je l'avais mis dans les... J'avais fait une partie compétences avec la compétence communication, aisance à l'oral, et donc j'avais expliqué avec le théâtre et d'autres choses. Est-ce que ça fonctionne aussi de le mettre dans cette catégorie-là ou faut vraiment Non, mettre... vous avez très bien fait de le faire dans deux parties différentes, de mettre une partie centre d'intérêt, avec quelles ont été les différentes expériences qui ont permis de vous construire tel que vous êtes aujourd'hui. Et par ailleurs, dans les compétences que vous avez, c'est au contraire une très bonne idée de mettre les différents soft skills que vous avez pu développer au gré de ces activités. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept de soft skills, c'est toutes les compétences qu'on va appeler douces, à l'inverse des compétences, des hard skills qui sont la maîtrise de différents outils, par exemple IT, de différents outils de formation, par exemple. Les soft skills, ça va être, comme le disait très, très clairement Amélie, la communication interpersonnelle, ça va être le sens du travail en équipe, le teamwork, ça va être la prise d'initiative. Donc, c'est une très bonne idée, au contraire, Amélie, d'avoir fait une partie distincte avec les différentes soft skills que vous avez pu développer grâce à ces centres d'intérêt, grâce au théâtre, grâce à tout ce que vous avez pu faire auparavant. Est-ce que ça répond à votre... Et du coup, j'ai une question. Est-ce que par exemple, le théâtre, comme je l'ai mis en référence aux compétences, est-ce qu'il faut quand même le mettre dans les centres d'intérêt ou pas? Alors, pour moi, le théâtre n'est pas une compétence, hein. Non, mais La communication interpersonnelle en est une, et encore une fois, c'est très bien de l'avoir mis dans les compétences, mais dans les centres d'intérêt, au contraire, je serais vous, j'appuierais le propos en disant théâtre et pas juste théâtre. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse dessus. Pas juste théâtre, mais théâtre X années, avec X présentations que vous avez eu l'occasion de faire, par exemple. Voilà, souligner un petit peu le propos quand vous dites j'aime les voyages, par exemple. Vous pouvez pas, enfin, c'est très light de dire j'aime les voyages. Tout le monde aime les voyages. N'hésitez pas à accentuer votre propos, à le nuancer en disant les voyages, notamment une expérience que j'ai eu l'occasion de faire, de partir 2 mois au Pérou pour faire une association d'aide à l'éducation, je ne sais pas. Mais donc, accentuez votre propos en développant vos activités dans les centres d'intérêt. D'accord, merci. Okay. Et je voyais, Ouda, vous aviez une question aussi? Je voyais que vous leviez la main tout à l'heure. Est-ce qu'on a répondu à votre question sur le chemin? Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Alors moi j'ai une question par rapport aux expériences. Est-ce qu'il y a un nombre d'expériences maximum à indiquer ou pas? Alors, il n'y a pas un nombre d'expériences maximum, mais on attend généralement sur un CV qu'il puisse tenir en 1 page. Donc, essayez de faire en sorte que si vous avez beaucoup d'expériences à raconter, dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de raconter votre bac dans la formation. Vous mettez juste vos différentes formations post-bac. Pour que tout rentre en 1 page, essayez de bien structurer votre CV pour qu'on puisse avoir différentes parties quand même, mais d'une taille suffisamment adaptée, on va dire, pour que tout rentre sur 1 page. D'accord. Et ça répond à votre question? Vous aviez peur d'avoir trop d'expérience ou pas assez d'expérience dans votre cas? alors oui, j'avais peur. En fait, quand j'ai fini mon CV, j'ai vu c'était assez chargé et j'avais peur d'avoir mis trop d'informations en fait et trop d'expérience. Alors, ok, je vois très bien. Dans ce cas-là, c'est là qu'on revient sur le premier point qui était la personnalisation du CV. Ne mettez pas tout si ça n'a aucun sens. Si vous voulez postuler à une école de commerce
C'est très bien de raconter les fois où vous avez été vendeur pendant 2 mois chez… vous parlez d'une boutique, si vous avez eu l'occasion de faire un stage dans la direction commerciale de telle ou telle boîte, c'est très bien. N'allez pas forcément raconter des expériences qui ne sont pas directement en ligne avec ce que vous voulez faire. D'accord. Donc, la fois où vous avez créé des… non, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple là tout de suite. Oui, je vois très bien, Oui, vous avez je vois compris. très bien ce que vous… Faites le tri, histoire en effet que ce ne soit pas trop chargé et pour qu'on puisse avoir clairement l'idée des 3 grandes expériences peut-être. Je dis 3, si vous n'en avez pas 3, ce n'est pas très grave. Mais les 3 grandes expériences qui ont permis de motiver votre candidature dans des masters d'école de commerce. Et j'ai une autre question. Est-ce que ça peut porter atteinte à la candidature, le fait de ne pas avoir d'expérience professionnelle, mais plutôt et surtout des expériences associatives? Absolument pas, ça ne porte absolument pas préjudice. Parmi vous, j'imagine que si vous êtes tous en train de postuler pour des masters, vous avez tous la vingtaine. Je me trompe? Je pense. Voilà, vous avez tous la vingtaine. On n'attend pas de quelqu'un qui a 20 ans qu'il ait l'occasion de faire 2 stages de 6 mois, une alternance de 2 ans et un CDI de 3 ans et demi. On n'attend pas du tout ça de quelqu'un de 20 ans. Donc, si vous avez quelques expériences qui sont en ligne, qui sont en phase avec ce que vous vendez de vous-même, excellent. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Toute expérience est bonne à valoriser. Pas forcément des expériences professionnelles, des expériences, comme vous le disiez, associatives. Faire partie d'une association, ce n'est pas juste se développer dans un centre d'intérêt qu'on a, mais c'est aussi souvent gérer des équipes, gérer des projets. Ça peut être gérer des budgets, parfois, si vous avez eu l'occasion d'organiser des événements avec votre association. Ce n'est pas professionnel, vous n'êtes pas payé pour ça, mais ça témoigne quand même de vraies qualités de leadership, de travail en équipe, de prise de responsabilité, de rapport à la hiérarchie, si vous avez eu l'occasion de faire face à l'administration de votre lycée, de votre école, de la mairie de votre ville. Toute expérience est bonne à valoriser. Ne vous focussez pas sur « j'ai pas beaucoup de stages, mon dossier ne vaut rien ». Absolument pas. Si vous avez fait, je ne sais pas, si vous avez fait 6 ans d'escrime dans votre vie, eh ben ça se valorise énormément. Il y a autant de choses à récupérer, j'entends d'un point de vue ici encore de soft skills, de comportement dans un groupe, auprès de quelqu'un qui a fait 6 ans, ou même moins, 2 ans, d'escrime ou d'échecs, que quelqu'un qui a fait 6 mois d'assistant de la direction France d'une boîte de commerce. Je ne sais rien. Tout est bon à valoriser. Okay, ne niez pas vos expériences. Ne vous dites pas que vous n'avez pas assez d'expérience, qu'elles ne sont pas valorisables. Tout se valorise. Si vous trouvez les bons mots, tout se valorise. D'accord, merci. Amélie, vous avez une question? Je vous en prie. Vous avez une question, Amélie? Oui, ce serait par rapport aux formations. J'ai une question. En fait, actuellement, je suis en double licence et donc à la fin de mon année, j'obtiendrai une licence de maths et une licence d'économie. Est-ce que dans la partie formation, il faut que je la regroupe en une en mettant double licence ou alors je la sépare, je fais licence maths et licence éco? Est-ce que c'est votre école qui propose une double licence ou est-ce que c'est votre propre initiative de dire je vais faire une licence et une autre licence? Non, c'est proposé par l'école. Dans tous les cas, en fait, vous pouvez tout à fait le diviser en 2. Généralement, les gens le mettent en un seul, double licence, et là, vous décrivez chacun de vos parcours. Ça ne changera pas énormément de choses à la présentation de votre CV. Pour que ce soit clair et pour qu'on comprenne bien que c'est en parallèle que vous gérez les deux, j'aurais probablement mis les deux ensemble. Double licence maths éco, en écrivant pour chacune des parties dans quel établissement vous poursuivez cette formation et ce que vous apprenez, le type de spécialisation que vous faites dans chaque. D'accord, merci. Très bien. Si vous n'avez pas d'autres questions et parce que le temps passe, on va passer directement à la deuxième partie, qui est la lettre de motivation. Non seulement vous devez déposer votre CV auprès du master, mais vous devez également poser une lettre de motivation. Pour ceux qui n'ont jamais encore eu l'occasion d'en écrire, vous êtes tenté d'aller regarder sur Internet, exemple lettre de motivation, et généralement, il y a plein d'exemples et on a juste à remplacer les mots. Cette solution est à bannir, est à absolument bannir, déjà parce que ça se voit, déjà parce qu'un recruteur qui aura 1000 CV et 1000 lettres de motivation à lire, il va bien se rendre compte quand il y en a au moins 300 qui ont exactement les mêmes mots à
à quelques ajustements près. Donc, vraiment, premier conseil, vraiment bannissez les exemples types de lettres de motivation. Plus elle sera personnalisée, plus elle vous ressemblera et plus elle sera en phase avec votre CV, avec ce que vous voulez dire de vous, plus vous avez des chances de vous démarquer des autres lettres de motivation. Si vous utilisez une lettre de motivation déjà faite, on va se dire, bon, cette personne n'est manifestement pas motivée, elle n'a même pas pris le temps de nous écrire une lettre pour nous. Okay. Donc, de la même façon, pour le CV, on voulait que ce soit un CV personnalisé, structuré, simple. Ça va être la même chose pour la lettre de motivation. On veut une lettre qui soit personnalisée, autrement dit, où vous adaptez les exemples que vous voulez donner en fonction des masters auxquels vous postulez. Vous adaptez également éventuellement les anecdotes que vous voulez raconter, les expériences que vous avez faites auparavant en fonction de quel master vous voulez adresser. Et ici encore, avec une structure assez simple. Et si on refuse les lettres de motivation bateau, on va quand même accepter un modèle simple, un modèle largement répandu, qui est le modèle du moi, vous, nous. Une première partie, moi, je me présente, candidat, je vous parle de mon histoire, des raisons qui m'ont donné envie de poursuivre dans cette direction. Dans un deuxième temps, vous, master, ce que vous avez à m'offrir, c'est le moment, et je reviendrai sur chacun de ces points-là, c'est le moment de démontrer les recherches que vous avez faites sur ce master, de montrer que vous vous intéressez réellement à ce master et que ce n'est pas un master parmi tant d'autres. Et la troisième, ça va être nous. Comment, en conciliant ce que moi je suis avec ce que vous pouvez apporter, nous allons pouvoir faire un bon match, quelque part. Je reviens sur chacun des points. Le premier, moi. C'est le moment de raconter votre histoire, de vous distinguer, de parler de vous comme vous ne pouvez pas le faire dans un CV et comme on ne peut généralement le faire que dans un entretien. C'est la phrase d'accroche. C'est une manière de dire, sur toute la lettre de motivation suivante, vous allez vous régaler, c'est moi qui vous parle. Okay. Donc, c'est le moment de refaire un petit récap. Alors, généralement, on évite de répéter point par point ce qu'on a dit dans un CV. On essaye d'ajouter un petit peu de profondeur, un petit peu de nuance à ce que vous avez pu mettre. Donc, en parallèle de ce que vous avez pu raconter dans votre CV, parler de formations que vous n'avez pas forcément pu raconter dans votre CV, de votre personnalité et des expériences qui vous ont réellement motivé à poursuivre la direction de ce master. Autrement dit, c'est le moment de dire depuis que je suis tout petit, si vous voulez postuler par exemple pour une école qui met un énorme focus sur la responsabilité sociale et économique, la RSE, l'environnement et le défi qui nous attend d'un point de vue énergie verte, par exemple, n'hésitez pas à dire depuis que je suis petit, je suis touché par les questions de l'environnement et de la défense de celui-ci, en expliquant vraiment de manière presque transparente ce que vous êtes et ce qui explique pourquoi c'est ce master qui vous a donné envie de postuler. Je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. C'est moi. N'hésitez pas encore une fois à écrire storytelling. Exactement. Ouda, le mot est là, je ne vais pas le dire, mais c'est ça. Du storytelling, autrement dit, utilisez une histoire que vous avez vécue, une anecdote, une expérience, et racontez et englobez cette histoire autour d'un roman qui explique pourquoi est-ce que vous voulez postuler sur ce master-là. Le deuxième point, la partie où on va donc parler directement de vous, master, c'est le moment de montrer que vous vous êtes intéressé à ce master, à cette école. C'est le moment de montrer toutes les recherches qu'on a pu faire sur cette école. Donc, les recherches, elles se font au travers du site internet, évidemment. Alors, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais sait-on jamais, des journées ouvertes de l'école, des gens qu'on a pu rencontrer qui ont déjà fait ce master. Donc, ici, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas encore sur LinkedIn. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est peut-être le moyen le plus simple pour retrouver des gens qui ont fait exactement la formation que vous cherchez. À partir de là, si vous trouvez quelqu'un qui, dans la vraie vie ou par LinkedIn, qui a déjà fait cette formation, c'est le moment n'ayez pas peur de lui poser des questions. S'il a aimé son master, même s'il ne l'a pas aimé d'ailleurs, il sera probablement ravi de répondre à vos questions de pourquoi est-ce que tu as choisi ce master, explique-moi en détail ce que vous faites pendant ces 2 à 3 années de master, quel est le cours qui t'a le plus plu, quelles sont les expériences qu'on vous permet de faire au travers de ce master. Autrement dit, les rencontres, les personnes que vous avez
avec qui vous avez pu échanger et qui vont vous parler de ce master sont aussi un réel atout à mettre en valeur. Donc d'abord lors de la lettre de motivation et surtout ensuite si vous avez la chance d'avoir un entretien, donc pendant l'entretien. La deuxième partie, donc la partie du vous, c'est aussi le moment pour vous de montrer pourquoi est-ce que c'est cette école et pas une autre que vous avez sélectionnée. Qu'est-ce que cette école a en plus? Donc, on parlait ici des différents cours. Peut-être que certains masters proposent des chaires, c'est-à-dire des chaires de luxe, des chaires de grande consommation, des corpus de cours regroupés autour d'un même thème, d'une même problématique. Donc là, je parlais de luxe ou de grande consommation, où vous avez l'occasion de rencontrer des professionnels de l'industrie, d'aller visiter leur usine, etc. Donc, essayez de voir qu'est-ce que cette école a que les autres n'ont pas et qui est susceptible d'être en phase avec ce que vous êtes. Donc, on parlait des chaires, peut-être les associations. Est-ce que cette école a l'association de comédie musicale qui vous fait vibrer? Il n'y en a aucune autre qui a ce type d'association. C'est le moment voilà, de l'école en face de montrer que vous vous êtes intéressé et de lui faire comprendre ce qui vous plaît en fait dans leur programme. Okay. Et la dernière partie, au vu de ce que vous avez pu dire de vous et de ce que vous avez pu dire de ce qui vous plaisait dans l'école en face, dans le master d'en face, c'est la partie nous, c'est la partie projet ensemble. Autrement dit, c'est le moment de vraiment créer un lien avec l'école. Comme dans une phase de séduction classique entre deux personnes, l'idée, une fois qu'on a compris qui j'étais et qui la personne en face était, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir construire quelque chose ensemble. Donc, l'objectif n'est pas seulement de persuader l'autre de sa motivation, mais de le séduire en pensant qu'ensemble, on va pouvoir créer de beaux projets, on va pouvoir faire bon usage des programmes qui sont proposés pour pouvoir construire quelque chose à l'avenir sur cette base. Donc, c'est le moment de montrer ce que vous pouvez apporter à ce programme, du point de vue de votre personnalité, votre motivation évidemment, puisque c'est une lettre de motivation, de la passion qui vous habite sur tel ou tel sujet, et en quoi est-ce que vous correspondez, en quoi vous répondez à la question pourquoi vous. Donc, en montrant, en illustrant chacune de vos expériences, chacun de vos engagements, avec encore une fois, des exemples clairs, des exemples précis, des anecdotes qui témoignent donc de vos performances lors de ces différentes expériences. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer à la deuxième partie de la lettre de motivation. Une fois qu'on a vu la structure et le fond, ce qu'on devait mettre dans chacune de ces phases, on va parler de la forme. La forme, ici encore, donc je me répète, on l'a déjà dit au début, c'est important de noter la longueur. Ici encore, comme pour le CV, on essaye de ne pas non plus, même si on doit raconter des expériences qui sont valorisantes et qui surtout témoignent de votre vraie motivation, n'en faites pas non plus des caisses, surtout d'un point de vue longueur du texte. En une page, on doit être capable de pouvoir être suffisamment concis pour pouvoir raconter tout ce qu'on veut, mais en une page. OK ? Faut que ce soit impactant, faut que ce soit, ici encore, comme je le disais tout à l'heure, structuré. Donc, la présentation, il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit aérée. Il faut qu'on ait affaire à différents paragraphes distincts. N'oubliez pas l'alinéa, n'oubliez pas de bien sauter les lignes pour ne pas ensevelir votre jury sous une montagne de paperasse qui finalement va plus le décourager qu'autre chose. Okay. Le troisième point, ça va être, ici encore, soyez soignés. Votre lettre de motivation témoigne de vous, okay, de vous et de l'énergie que vous allez investir pour pouvoir intégrer ce master. Donc, ici encore, faites très attention à l'orthographe. Okay. Les fautes sont absolument impardonnables et vont témoigner de votre d'ambition pour rejoindre ce master. Donc, faites-vous relire. N'hésitez pas à passer par des outils finalement tout bateau comme Word qui vont détecter les fautes d'orthographe. C'est encore ce qu'il y a de plus simple pour pouvoir éviter des fautes parfois grotesques et qui, vous ne le savez pas vous, mais vont clairement vous discriminer lors de la lecture de vos lettres de motivation. Et enfin, le dernier point, la formulation. Quel est le ton à employer lorsqu'on écrit ? Je vous disais donc qu'il s'agit de ne pas, d'être suffisamment proche de votre jury au travers de ce papier.
pour pouvoir lui témoigner d'une profonde passion et tout, mais pour autant, ne soyez pas trop familier. Il s'agit quand même d'une lettre formelle de motivation. Donc, on privilégiera plutôt un langage classique, okay, légèrement soutenu sans être trop pompeux. La chose qu'on aimerait le moins, c'est pas un adolescent, vous êtes des jeunes adultes, mais un jeune adulte de 20 ans qui serait suffisamment prétentieux pour utiliser des tournures de phrases, n'en est-il point ma chère, et qui finalement ne vont pas témoigner de qui vous êtes réellement. À moins que vous soyez du genre à dire au quotidien, n'en est-il point ma chère, ça peut aussi être quelque chose. Mais généralement, on privilégiera quelqu'un qui a un langage soutenu sans être prétentieux. La deuxième partie, c'est sur l'oral, donc ça ne concerne pas cette présentation. Quoi qu'il en soit, que ce soit sur la partie écrite, donc on rappellera ici qu'il s'agit du CV et de la lettre de motivation, ou de la partie orale, c'est un exercice, ça se travaille. N'hésitez pas à prendre du temps, à demander autour de vous l'avis de vos parents, de vos amis, de vos grands frères, de vos grandes sœurs, de tous ceux qui sont susceptibles d'avoir de l'expérience pour vous donner un avis extérieur. Autrement, il y a aussi donc Yapuka, qui est un organisme formidable qui vous permet justement de vous préparer pour ce type de formation, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, de vous préparer suffisamment pour que finalement vous n'ayez pas peur de postuler et que le jour J, lors de l'entretien, vous soyez à même de pouvoir valoriser votre profil et pouvoir vous vendre finalement, parce que c'est ça que la plupart d'entre vous allez faire en école de commerce, pouvoir vendre, connaître son produit, donc soi-même, pour pouvoir se vendre au mieux auprès du jury, pour pouvoir intégrer le master de votre rêve. Travailler dessus, c'est de l'entraînement, ok. N'hésitez pas à faire appel à des organismes spécialisés comme Yapuka, à vos parents pour qu'ils vous fournissent les différentes histoires, différentes anecdotes que vous avez pu oublier. Et n'ayez pas peur, surtout, c'est pas rédhibitoire, c'est des exercices et ça s'apprend au fur et à mesure. Et c'est un exercice que vous apprendrez à faire aujourd'hui, mais qui vous sera utile toute votre vie lorsque vous allez devoir mettre à jour votre CV, mettre à jour vos lettres de motivation pour pouvoir intégrer, après le master de vos rêves, le premier job de votre rêve, puis le deuxième job. Voilà. Donc, il est déjà 15h37. Il nous reste un peu plus de 10 minutes. Est-ce que parmi vous, certains ont des questions sur les sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui, que ce soit des sujets assez larges ou que ce soit des questions un peu personnalisées sur leur cas? Je vous écoute. Ouda, je vois que vous levez la main. Oui, alors moi je me demande si ça peut être négatif, entre guillemets, de se montrer trop enthousiaste en fait pour Non, ce sa ne sera jamais candidature. négatif. Ce sera jamais négatif. Après, il ne faut pas que ça sente le faux. Si on voit que donc ici, ce ne sera pas pour le master, c'est plus un exemple pour l'avenir. Si vous n'avez jamais exprimé d'intérêt pour la pneumatique et que vous dites « j'ai toujours rêvé de rejoindre une entreprise comme Michelin », vous avez beau avoir l'air très enthousiaste, ça sentira un petit peu le fake. J'ai toujours rêvé de rejoindre une entreprise comme 3 petits points, remplir avec le nom de l'entreprise pour laquelle vous postulez. C'est la même chose pour les masters. Si vous n'avez jamais exprimé d'intérêt particulier pour, reprenons l'exemple de tout à l'heure, pour l'écologie, n'allez pas dire depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été très sensible aux questions alors que depuis, dans vos associations, dans vos engagements culturels, dans vos engagements civiques, vous ne vous êtes jamais plus que ça montré soucieux de l'environnement, ça va être bizarre. Donc, non, pour répondre à votre question, être trop enthousiaste, si vous êtes sincère, n'est jamais rédhibitoire. Au contraire, ce sera toujours valorisé. Mais tâchez de faire en sorte que ça reflète bien une intention profonde et sincère et que vous ne fassiez pas la même lettre de motivation pour tout le monde, même pour ceux pour lesquels vous êtes un peu moins enthousiaste. D'accord, merci. Je vous en prie. Quelqu'un d'autre? Il nous reste encore 10 minutes. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on revienne sur certains points qu'on a pu voir auparavant, sur les différents composantes de votre dossier et comment on peut les Alors, moi, valoriser. pardon. Oui. J'ai encore deux questions, mais je ne sais pas si vous avez terminé le diapo. Ah, moi, j'ai fini là la présentation. Normalement, j'ai une partie sur l'oral, mais aujourd'hui, c'est plutôt comment constituer son dossier et pas comment réussir son oral.
Si vous voulez en savoir plus, il y aura probablement d'autres conférences proposées par Yapika sur le sujet ou tout simplement contacter Yapika. Amélie, vous aviez une question? Ah oui, puis Ouda, vous en y avez deux après. J'interroge Amélie, puis je vous laisse revenir sur vos deux questions plus tard, Ouda. Amélie? Oui, non, c'était juste par rapport à l'entretien, si vous pouviez nous montrer les slides pour qu'on étudie un petit peu ça, parce que j'aurai sûrement des entretiens à faire si c'est Ah possible. ben, je vous souhaite d'avoir des entretiens. Là, on n'aura pas le temps de passer dessus, donc je préfère me concentrer sur le sujet. Éventuellement, si une fois que Ouda a posé ses questions, personne n'a d'autres questions, je passerai rapidement sur les questions d'entretien. D'accord, merci. Ouda, je vous écoute, vous avez deux questions. Oui, alors la première, c'est moi, en fait, j'ai déjà candidaté à quelques masters, mais ça ne s'est pas fait. Est-ce que pour enfin, la prochaine candidature, si je reprends la même forme, en fait, de CV et des motivations, est-ce que c'est OK? Alors, la forme, ça posera jamais problème. La forme, une fois que vous avez il n'y a pas 70 000 formes qui sont exactement la bonne pour votre lettre. Une fois que vous avez la forme, c'est le fond qu'il faut changer. C'est ce que vous allez écrire qui est susceptible d'être légèrement adapté d'une fois à l'autre. La forme, ce sera toujours la même. Est-ce que votre question portait sur la forme ou sur le fond Sur la forme. Alors, sur la forme, votre CV, il aura toujours la même tête. Après, c'est juste à vous d'adapter quelques mots. Éventuellement, je le disais tout à l'heure, sur un CV en particulier, par exemple, c'était ici. N'hésitez pas, lorsque vous parlez du master en question pour lequel vous voulez postuler, de reprendre certains mots qui sont propres à la présentation de ce master lorsqu'ils en parlent dans leur brochure, sur leur site internet. Ça montre que vous vous êtes intéressé et que vous considérez que vous êtes littéralement en phase avec ce master, que vous avez les mêmes caractéristiques que ce master. C'est pour ça que je dis adapter vos supports, que ce soit la lettre de motivation ou le CV, en utilisant les mots-clés qui sont utilisés par l'école, en utilisant les mots-clés qui sont utilisés par le master dans les différents supports de communication que l'école va procurer. D'accord, merci. Mais la forme, ce sera toujours la même. D'accord. Et ma deuxième question concerne... Alors, il y a certains masters qui demandent un projet professionnel, donc un troisième document. Et je veux savoir si vous avez des conseils précieux pour ça, sachant que moi, quand j'avais candidaté, j'étais vraiment pas sûre de mon projet professionnel. Il n'était pas très encadré. Ok, c'est une excellente question. En effet, on n'a pas abordé le sujet ici parce que toutes les écoles ne demandent pas forcément ce document, mais vous faites bien de le demander à titre personnel. Ça dépend aussi de la forme qu'on vous demande. De manière générale, en entretien, par exemple, si on vous pose la question, vous n'êtes pas obligé d'avoir un projet professionnel extrêmement clair, précis, designé sur 15 ans à partir d'aujourd'hui. Normalement, vous avez le droit à une marge d'ouverture en disant, écoutez, vous savez, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, personne ne l'aurait imaginé il y a 5 ans, il y a même 2 ans. Personne ne l'aurait imaginé. Et donc, dans 5 ans et dans 10 ans, vous, quand vous serez sur le marché du travail, dans 3 à 5 ans, les choses sont encore susceptibles d'énormément évoluer. Donc, tout en incluant quand même cette variable de changement que vous pouvez tout à fait inclure sur vos différents dossiers en disant, écoutez, restons dans la mesure du concret, il y a énormément de choses qui sont susceptibles d'évoluer et des métiers qui existeront plus tard n'existent même pas encore aujourd'hui. Vous avez le droit quand même d'émettre des possibilités sur ce que vous avez envie de faire. Et si à l'époque, votre projet n'était pas très clair, ce n'est pas en soi très grave. Si aujourd'hui, vous avez un projet très clair en tête, que vous savez exactement au bout de combien d'années vous voulez intégrer tel type de boîte et tout, génial, mais vous n'êtes pas obligé d'être aussi précis. Vous pouvez dire, au vu de mes qualités de présentation, par exemple, j'ai fait du théâtre, par exemple, Amélie disait tout à l'heure, le théâtre que j'ai pu faire pendant des années m'a donné la confiance en moi nécessaire pour pouvoir me présenter auprès de larges audiences. Je sais que j'ai envie d'être dans un métier qui soit, comment dire, j'allais dire en présentation, c'est toujours ça, qui soit en communication permanente avec des équipes de présentation, de projets, dans tel secteur. Vous pouvez dire, voilà, moi, je rêve d'évoluer dans le secteur de l'automobile, c'est mon secteur de rêve, mais vous pouvez aussi dire, voilà, je n'ai pas d'idée de travail, mais je sais que ce sera dans tel secteur. Vous pouvez faire l'inverse, dire, je veux absolument être
directeur financier avant mes 40 ans, mais en soi, le secteur, je n'ai pas encore l'idée. Si vous avez déjà un projet si vous savez que vous voulez être entrepreneur, vous pouvez très bien dire l'entrepreneuriat, je sais que ça me plaît parce que je suis d'un naturel très spontané, entreprenant, j'aime gérer des projets avec des équipes, mais aujourd'hui, je n'ai pas rencontré la bonne personne qui m'a donné le bon projet sur lequel j'avais envie de travailler, par exemple. C'est assez large comme exercice ici. Vous pouvez très bien avoir quelque chose de très concret, comme vous pouvez avoir de vagues idées. Ce qu'il faut, c'est que, au travers de votre CV, votre lettre de motivation et votre projet professionnel, il y a un fil rouge. Qu'on puisse bien voir qu'il s'agit de la même personne qui démontre de telles qualités dans sa lettre de motivation, qui explique toutes les différentes expériences qu'elle a pu avoir dans son CV et qui explique toutes ces expériences qui vont expliquer pourquoi est-ce que ton projet professionnel sera celui que tu as écrit dans ton troisième document. Il faut qu'on ait un fil rouge entre toutes ces expériences. Et tu n'es pas obligé d'être très précis, tu n'es pas obligé d'être à cheval sur les dates, par exemple, de quand tu veux devenir directeur financier. Il faut juste que tu aies une idée globale de qui tu es et de dans quelle direction tu te vois évoluer. D'accord, super, merci beaucoup. Amélie, est-ce que tu veux qu'on revienne sur la question du coup de l'oral ou tu avais une autre question? Oui, non, pourquoi pas, on peut revenir sur la question de l'oral, s'il vous plaît. Ce sera très rapide parce qu'il nous reste 5 minutes. Mais globalement, parmi tous les masters auxquels vous allez postuler, vous aurez probablement, et je vous le souhaite, l'occasion de passer à l'oral devant les jurys. Et donc là, ici, il s'agit encore d'un exercice, autrement dit de quelque chose que vous pouvez travailler dès à présent chez vous, encore une fois seul ou accompagné d'un organisme professionnalisé là-dedans. L'objectif de cet entretien, c'est de pouvoir, dans la même mesure que votre CV et votre lettre de motivation, laisser paraître qui vous êtes, quel est l'être humain derrière ce papier, et donc ici l'être humain derrière cette présentation, de la manière la plus impactante et la plus concise, précise. Évidemment, cet entretien ne durera qu'entre 30 et 45 minutes. C'est très peu pour parler de toute votre vie dans les moindres détails. Donc, on va vous demander de sélectionner les différents points que vous voulez absolument mentionner. Quelles sont les expériences que vous voulez vraiment approfondir avec votre jury, les associations dans lesquelles vous vous êtes investi, quels sont les projets de bénévolat dans lesquels vous avez pu vous inscrire dans le passé. Et pour chacune de ces expériences, donner un exemple concret, un exemple qui va laisser paraître les soft skills et les hard skills que vous avez pu développer. Autrement dit, par exemple, dans ce stage de 6 mois que j'avais effectué chez La Redoute au service supply chain, je dis n'importe quoi. Ça m'a donné l'occasion de travailler en équipe énormément, de prendre beaucoup d'autonomie lors du travail puisque je n'étais mis en contact avec mon supérieur hiérarchique qu'une fois par semaine. La prise d'initiative également était part du quotidien dans la mesure où j'avais souvent des trous d'une journée à remplir et donc il s'agissait de trouver moi-même les tâches dans lesquelles j'allais me développer, etc. L'idée étant que pour chaque expérience, il faut que vous ayez un support, pas un support, il faut que vous ayez prévu pour chaque expérience un exemple concret où vous avez pu donc développer des soft skills, des hard skills, où vous avez pu retirer une leçon peut-être aussi parfois. Imaginez quel a été votre plus grand challenge dans cette expérience. Pouvoir raconter en souvent 1 minute, pas plus, sinon après le jury s'ennuie, il va vouloir passer à autre chose, en 1 minute, tout ce que vous pouvez dire sur ce sujet-là. La présentation de comment vous en êtes arrivé à une telle situation, de quels sont les défis que vous avez rencontrés et de comment vous vous êtes sorti de telle ou telle situation. Pour motiver sa candidature à l'oral, la première chose lors de l'entretien, et je vais essayer de la faire vite, ça va être le pitch. Et le pitch de présentation, qui va durer entre 2 et 3 minutes, va être l'occasion pour vous de vraiment, en 3 minutes, dire le maximum de choses que vous pouvez dire de vous, de façon à ce que votre jury en face n'ait jamais à regarder le petit questionnaire que vous avez probablement eu à remplir avant, jamais à regarder votre CV, votre lettre de motivation, à se dire, bon, qu'est-ce que je vais poser comme question à cette personne après, je ne sais pas. L'idée, c'est de lui donner suffisamment de choses dans ce pitch de 3 minutes pour que votre interlocuteur soit en mode « Ah, donc
Vous mentionniez là que vous avez eu l'occasion de partir au Bénin pendant un mois. Ça m'intéresse. Racontez-moi qu'est-ce que vous avez fait exactement. Je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 15h50. Mais voilà, l'oral est un exercice qui se travaille généralement accompagné de gens qui nous connaissent bien et qui peuvent nous éclairer sur les parties de dons qu'on connaît peut-être un peu moins, sur les différentes qualités qu'on a pu développer sur les années, sur les défauts aussi, ils sont souvent plus objectifs que nous-mêmes sur les défauts. Donc voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais laisser Romane, le contact Yapuka, vous clôturer cette conférence, peut-être en vous donnant les contacts donc, de Yapuka. Oui, bonjour à tous. Dans le chat. Ouais, je suis Romane de chez Yapuka. Donc, premièrement, déjà, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'oral, puisque aujourd'hui, c'était plutôt visé sur le dossier de candidature, vous pouvez aller dans la salle des replays. Il y a eu une conférence la semaine dernière qui est disponible et qui parle un peu plus de l'oral, si vous voulez aller la voir. Et je vous donne dans le chat donc, l'adresse email à laquelle vous pouvez nous contacter si vous voulez avoir plus d'informations concernant un coaching ou sur les offres qu'on peut vous proposer. Donc voilà, c'est dans le chat. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et il y a aussi notre stand qui est encore disponible toute la durée du salon. Voilà. Super, merci beaucoup Romane pour ces précisions. Donc voilà, rendez-vous sur contact@yapuka.org si vous avez des questions sur l'oral, sur comment est-ce qu'on peut vous aider à préparer au mieux votre dossier, votre CV, vos lettres de motivation et surtout votre entretien pour pouvoir réussir à atteindre le master de vos rêves. Je vous souhaite bon courage pour vos candidatures. Vous partez avec des bons tips pour pouvoir avoir un dossier blindé. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de chance. Je sais que ce n'est pas facile en ce moment de postuler, mais vous allez probablement tous très bien vous en sortir. Je vous souhaite un très bon week-end et au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.